Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content pour vous retrouver pour un nouveau projet que nous allons faire en Python à nouveau. Et nous allons utiliser la librairie Kivy pour pouvoir faire un petit jeu d'échecs. Un jeu d'échecs du coup entièrement en Python et avec cette librairie. Alors entièrement, il y aura évidemment les images en fait pour les pièces noires et blanches. Mais il n'y aura pas besoin du coup d'autre chose à part Python et les librairies. Donc du coup, pour ce tutoriel, il vous faudra du coup installer Python. Donc à partir de la version 3.7, on va dire, je pense que c'est bon. Si vous voulez, vous prenez la dernière version, comme ça, vous êtes sûr. Mais au-delà de 3.7, honnêtement, je suis certain c'est bon, j'ai pas testé toutes les versions, mais normalement c'est sûr ce sera bon. Et il faudra du coup installer Kivy, donc ça se fait du coup avec un pip install dans le terminal ou l'invite de commande. Si vous avez des problèmes pour ceci, n'hésitez pas à me le dire, je crois que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus, et apparemment des fois ça peut poser un peu problème quand on se débrouille, quand on n'a jamais fait ça et qu'on doit essayer de trouver comment installer un package avec pip. Donc si vous avez un problème, n'hésitez pas à me le dire, et du coup j'en ferai aussi une petite vidéo, je pense très rapide, vous verrez c'est vraiment pas compliqué. Et après bien évidemment, il nous faudra aussi du coup les assets, c'est-à-dire les images en fait qui nous serviront pour faire nos pièces. Donc en fait ce sera juste les images qu'on aura besoin, ce sera juste pour faire pour représenter les pièces, donc c'est-à-dire le roi, le fou, tout ça, comment on appelle ça en français, le tableau, enfin le plateau, vous savez, avec les cases et tout. Vous n'avez pas besoin de prendre une image, vous pouvez la prendre, si vous pouvez en prendre une. Là où ça peut être intéressant, c'est si vous voulez mettre les noms des cases, vous savez, E1, A2, tout ça. Ça peut servir, mais en réalité vous pouvez aussi le faire avec Kivy. Moi je l'ai pas fait, parce que j'ai voulu garder un truc assez épuré, mais vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais voilà, mais nous ici, juste ce qu'on aura besoin, c'est du coup de Python, Kivy, et des images en fait qui sont ici, que je peux aussi vous envoyer, enfin mettre en lien en description pour télécharger si besoin. Donc aussi, comment on va organiser ça? Alors moi ce que je vous conseille, c'est si vous débutez ou vous n'êtes pas trop sûr, en fait c'est de faire la même organisation que moi. Donc en fait moi comment ça se passe, donc j'ai un dossier game, les autres vous les regardez pas, ok, pas besoin de les regarder, ils sont vraiment pas importants, hein, chess game, tout ça, c'est juste moi c'est du markdown pour mes notes à moi. Donc moi j'ai un dossier game, ok, où je vais avoir du coup, alors je vais enlever ça comme ça on va bien voir toute l'organisation, enfin toute l'arborescence. Donc j'ai le window.py qui est du coup le fichier en fait qui va contenir tout mon code Python. J'ai ensuite un fichier Kivy ou un .kv que j'expliquerai après, qui est du coup un fichier qui est au même niveau, ok, qui est dans game. Et j'ai un dossier assets. PyCache, c'est pas super important, si vous le mettez, enfin le mettez pas vous-même. En fait, ça se fait juste des fois quand on fait du code en Python, c'est juste un détail, c'est pas important. Donc vous inquiétez pas sur ça. Et ensuite j'ai du coup un dossier asset comme je vous disais qui est au même niveau. Donc mon dossier game contient le dossier PyCache qui est entre parenthèses on va dire, c'est-à-dire qu'on s'en fiche un peu. Le dossier assets, le fichier chess.kv, enfin kv, et ensuite le window, enfin donc du coup le code source. Les noms c'est pas important à part pour chess.kv et ça comme j'ai dit on reviendra après. Voilà, et donc du coup dans assets, qu'est-ce que j'ai mis un dossier, du coup, alors PNG et SVG. Alors SVG, je les ai pas utilisés, c'est un peu... Enfin, c'est pas mal, parce que du coup, ça évite, en fait, d'avoir un truc trop pixelisé si vous faites une grosse fenêtre. Mais je les ai pas utilisés, mais je les ai aussi ici. Donc, du coup, j'ai un dossier avec, du coup, toutes les images que je vais utiliser, ce seront, du coup, dans le dossier PNG, que vous pouvez voir ici. Toutes les images sont, donc Black Bishop, donc le fou noir, Black King, le roi noir, et pareil pour les autres, ou White Queen, White Rook, donc cavalier blanc, reine blanche, tout ça. Voilà, et du coup ça c'est contenu dans PNG qui est contenu dans Assets, lui-même contenu dans Game qui contient du coup tout mon code et tout. Ensuite du coup comme je disais, on aura un fichier window.py avec tout notre code, et on aura un chess.kv, donc chess.kv, qu'est-ce que c'est? Ça va servir en fait pour Kivy. Comme je l'ai dit, on va utiliser la librairie Kivy. La librairie Kivy, qu'est-ce que c'est? C'est une librairie qui vous permet du coup de faire des interfaces graphiques. Et cette interface en fait elle se repose sur des widgets. Donc du coup c'est ça le truc principal en fait, enfin l'aspect le plus important, l'aspect clé du coup de Kivy, c'est qu'on utilise des widgets en fait sur nos interfaces graphiques. Pas comme par exemple Python, PyGame je veux dire, Python et PyGame c'est toujours compliqué parce que ça commence par la même chose, Py à chaque fois. Là où PyGame c'est un peu différent, où PyGame c'est un peu vous affichez un peu ce que vous voulez tout. Là, vous agencez par des widgets. Et les widgets, en fait, en général, on les crée dans un fichier à part. Donc là, j'ai créé un widget qui s'appelle chess_piece, donc qui est une pièce, en fait. Du coup, une pièce de mon jeu sera du coup un widget, en quelque sorte, ok. Chaque pièce sera un widget, et ces widgets seront des widgets fils ou des widgets filles, qui seront en fait dans un widget
on va dire un peu global, c'est-à-dire widget en fait qui sera sur toute ma fenêtre, ok? Donc vous imaginez la fenêtre et vous imaginez du coup un widget qui représente, qui prend tout mon écran parce que bah, j'ai juste besoin en fait de mon tableau, enfin de mon plateau. Tableau et plateau, on va dire que c'est la même chose, ok? Et à l'intérieur, du coup, je peux avoir des widgets fils, donc à l'intérieur de ce widget, et ces widgets, donc du coup, seront les pièces de mon jeu. Et ce sera que les pièces, c'est-à-dire que les cases qui sont vides, ce ne seront pas des widgets, on va les afficher bien sûr, mais ce sera juste un affichage avec un canvas, comme on dit, donc c'est-à-dire faut imaginer ça un peu comme un tableau, en fait, où on peut dessiner dessus. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner du coup, c'est juste vraiment de penser toujours en termes de widgets, où vous avez un widget qui peut avoir des widgets à l'intérieur, qu'on appelle des widgets fils, et ces widgets, du coup, bah, chaque widget en fait aura une position, aura une taille, aura une couleur, aura aussi une image, comme par exemple nous, c'est ce qui va nous intéresser, et mes images seront du coup les pièces. Et voilà, et ça peut avoir des widgets à nouveau, des widgets fils, etc. Voilà, c'est comme ça du coup que ça va fonctionner l'agencement. Donc ici, chess.kv, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire qu'il y aura juste mon widget qui me servira en fait pour faire du coup mes widgets pièces. Parce qu'en fait du coup, le widget ici, ce sera comme une... En fait, il faut l'imaginer aussi un peu comme une classe, c'est-à-dire que je vais avoir une classe chess piece, voilà, imaginez ça. Et cette classe, du coup, je vais l'instancier, et chaque instance, en fait, ça va représenter une des pièces de mon jeu. Donc c'est-à-dire un roi, une reine, tout ça. Voilà. Et donc, que contient un fichier KV? Donc tout d'abord, on met... la version, je sais plus si c'est facultatif, je crois que c'est devenu facultatif, mais au pire, voilà, vous mettez la dernière version, la version Kivy que vous avez. Ensuite, ce que vous faites, c'est que pour déclarer un widget, vous mettez avec des chevrons, je crois que ça s'appelle comme ça en français, et vous mettez ensuite le nom de votre widget. Maintenant que j'y pense, vous avez vu que j'ai mis chess.kv. C'est très important, en fait, cette écriture, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, je sais pas si je vous montre en même temps, parce que j'ai l'impression de parler de deux choses à la fois, mais ouais, en même temps, je spoil tout. En fait, vous voyez que je vais avoir en fait une classe chess app qui va être la classe, on va dire un peu la classe mère, c'est-à-dire que sans cette classe, le jeu ne se lance pas. Ok, c'est-à-dire que c'est lui qui vraiment s'occupe de, bah, comme dirait cette fonction, de tout construire, en fait. Enfin, cette méthode, de tout construire. C'est-à-dire que c'est vraiment la classe qui fait que le jeu peut se lancer. Après, je vais avoir une autre classe qui va s'occuper du déroulement du jeu, c'est-à-dire de vérifier les règles, de dire à quel jour c'est tout ça. Mais sans ça, je peux pas lancer. Et en fait, voilà, c'est la classe un peu, on va dire, celle qui reçoit toute l'information et qui nous construit du coup notre interface graphique, qui nous lance notre interface graphique. Et en fait, vous voyez que je l'ai appelé chess app ici, et vous voyez que ce fichier s'appelle chess aussi. Et en fait, il faut que le nom ici, avant app, soit exactement le nom que vous allez mettre pour le fichier KV. Ok, très important ça. Peut-être que à tous les coups je vous dis ça, mais ça se trouve quand cette vidéo sortira, il y aura une nouvelle version, ou vous serez sur une nouvelle version, ou ça on s'en fout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pourquoi il faut le faire? Tout simplement parce qu'en fait, ça permet à Kivy de savoir où sont en fait les widgets qu'on parle. Parce qu'on déclare des widgets, mais on sait pas où ils sont. Vous voyez, parce que ça permet de faire un binding, donc un lien du coup entre les deux. C'est comme ça qu'il va retrouver du coup où ont été déclarés les nouveaux widgets, nos widgets à nous. Voilà, donc du coup votre classe. Première classe du coup à déclarer, c'est du coup chess app, et ensuite vous mettez en paramètre app. On reverra plus tard les librairies, enfin tout ce qu'il faut importer, mais c'est du coup ça qui est très important, c'est d'avoir du coup la notation. Évidemment, si vous voulez pas mettre chess, vous pouvez mettre autre chose. Si vous mettez je sais pas programme par exemple, pas de souci, prog, mais du coup ici il faudra mettre prog.kv. Voilà, la lettre majuscule n'est pas obligatoire. Oui, moi j'ai pas mis en majuscule, ça fonctionne. Le tout c'est d'avoir le même nom, avant app. Et app, je crois que c'est obligatoire, ça permet de délimiter, en fait, ça permet de savoir à la librairie, en fait, de délimiter le nom, en fait, pour pouvoir retrouver le fichier associé. Donc en vrai, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait concernant mes fichiers Kivy. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous ai dit, donc on aura juste un widget. Il y aura d'autres widgets qui seront utilisés, mais c'est des widgets qui existent déjà en Kivy, donc on n'aura pas besoin de se soucier de les recréer que ce soit. Et donc du coup, moi j'aurai un canvas, donc ça je l'ai mis en fait pour dire un peu plus quelle sera la forme. Donc le canvas, du coup, ce serait les couleurs et tout. Du coup, les canaux RGB A, en fait j'ai mis alpha à 0, ça veut dire que du coup les couleurs n'apparaîtront pas. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait ce sera du coup un widget transparent et qui aura une image, et ça on s'occupera de l'image en fait dans le fichier Python, parce qu'en fait le problème c'est que j'aurais pu mettre l'image ici, mais si on dit qu'il me faut une image, il faut mettre la source, et le problème c'est que l'image en fait change d'une pièce à l'autre,
Du coup, bah, ce qu'il aurait fallu faire, alors c'est que j'aurais dû faire des copier-coller de chess piece et mettre chess piece 1, chess piece 2 ou chess piece pion, chess piece reine, tout ça, et à chaque fois changer du coup la source de l'image. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'occuper en Python de prendre ce widget et de dire, bah, je vais ajouter une image. Parce qu'en fait, ce widget, ce que je peux faire, c'est que vu qu'il faut le voir un peu comme une classe, bah, j'ai du coup de l'héritage. Enfin, je peux faire de l'héritage. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais lui hériter je vais lui faire hériter des propriétés de widget déjà existants de Kivy. Et notamment du widget image, qui est du coup juste un widget avec une image. Voilà. Donc, ensuite, ce sera un rectangle qui aura une taille self.size, donc la taille de lui-même et la position de lui-même. Et en fait, la taille et la position, on va lui donner ici. Et du coup, ce sera une taille de 0.125 et la position, ce sera du coup un attribut qu'on va déclarer du coup en classe plus tard pour x et y qui seront self.grid x et grid y. Donc, comment ça fonctionne tout ça? Alors, ça, 0.125, c'est 1/8. Donc, déjà, je pense que un peu intuitivement, vous dites, c'est un peu logique que un widget en fait d'une pièce fasse 1/8, parce que moi, mon tableau va faire tout, enfin mon plateau va faire tout, toute la fenêtre. Donc du coup, ça veut dire que sur une ligne, je vais avoir 8 pièces. Du coup, sur toute ma largeur de mon tableau, ou de ma fenêtre, je vais avoir 8 pièces. Et du coup, bah, une pièce, ça va du coup, pour que tout soit de la même taille, bah, si je découpe du coup mon tableau, si je veux du coup découper la largeur de mon tableau en 8 parts égales, bah du coup, ça veut dire que chaque part va faire en largeur 1/8. Voilà. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a 0.125. Et alors, après, pourquoi 0.125 et pourquoi, par exemple, pas 1/8 fois la largeur de la fenêtre? Simplement parce qu'en fait, on va utiliser un widget, un relative layout, ou un widget qui est un calque relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la taille et les positions en fait de ces widgets fils, donc comme par exemple ici nos pièces, seront en fait relatives à notre widget nous-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on va pas fixer une position absolue, c'est-à-dire on veut que cette pièce elle soit en x égale 45. Non, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse une taille de 0.125, donc 1/8 en largeur et en hauteur, et la position, ce sera soit en x égale à 0, donc x égale à 0 ça veut dire que c'est le plus à gauche, ou soit en x égale à 1, ça veut dire le plus à droite. Oui, c'est ça en fait ce truc relatif, c'est-à-dire qu'en fait on aura du coup des valeurs entre 0 et 1, et ces valeurs en fait seront relatives à la taille de notre widget pair. Et notre widget pair, ce sera le tableau, ou le plateau, et le plateau vu qu'il fait toute la taille, du coup ça épousera bien la forme en fait, enfin toute la taille de l'interface graphique, et ça nous permettra du coup d'avoir du coup des sous-widgets, enfin les widgets fils, qui seront du coup au bon endroit, à la bonne taille, etc. On aurait pu faire avec un widget où on indique les positions absolues, mais le truc en fait qui est intéressant ici, c'est que du coup c'est que dès qu'on va vouloir changer, en fait, déplacer un pion, ce qu'on aura juste à faire, c'est qu'on aura par exemple à incrémenter ou à décrémenter self.gridx de 1, alors non, augmenter vu que c'est du y, donc incrémenter ou décrémenter self.gridy de 1, ou l'incrémenter de 1. Parce que du coup, si on l'incrémente de 1, du coup, si on divise ensuite par 8, ça va bien nous redonner du coup une valeur comprise entre 0 et 8, et ça va nous donner du coup bien une position relative. Et du coup, il n'y aura pas besoin de refaire des calculs ou quoi que ce soit, contrairement à si on avait fait, comme par exemple en Pygame, où on avait les coordonnées absolues, il aurait fallu du coup récupérer les coordonnées de là où ça allait, donc c'est-à-dire par exemple là où l'utilisateur cliquait. Il aurait fallu ensuite du coup diviser par la largeur, et ensuite par la hauteur, coordonnées x, y, puis ensuite on va les coordonnées. Oui, en soi, bon, on le fait un petit peu aussi ici, mais une fois qu'on l'a fait ici, on n'a plus vraiment à s'embêter après. On aura un peu quelques autres trucs à faire, mais ce sera terminé. Voilà, ok. Donc ça, du coup, c'était pour faire du coup tous nos widgets à nous, donc créer nos propres widgets. Voilà. Et donc du coup, ensuite notre widget, on va le manipuler sous forme d'une classe en fait. Vous voyez, chesspiece, exactement le même nom que ici. Donc pensez à bien respecter le nom qui est ici. Et ici, ça va nous permettre du coup, en fait, quand on va créer cette classe, Kivy va voir que y a un widget qui porte le même nom, exactement le même nom. Les lettres majuscules et minuscules comptent aussi, je crois, de mémoire ici. Si je l'ai fait, c'est que je pense que ça doit compter, contrairement au nom des fichiers où c'est pas aussi important. Et donc du coup, quand il va voir qu'il y a cette classe qui a un nom de widget, en fait, du coup, il va lui donner ses propriétés. Et donc pareil ici, vu qu'il va voir qu'il y aura une classe qui porte le même nom que le widget, et du coup, il va pouvoir récupérer les attributs de notre classe. Vous voyez, grid X et grid Y. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, comme je vous disais, on va faire du coup de l'héritage avec des widgets, c'est-à-dire que du coup, on va pouvoir récupérer
en fait des widgets qui existent déjà et on va leur faire hériter, c'est leur propriété, aux propriétés de notre classe, de notre widget qu'on veut créer nous, c'est-à-dire notre pièce, notre widget pièce. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hériter de button behavior et image. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est qu'en fait, on va faire un héritage multiple, c'est-à-dire qu'on va faire hériter du coup d'une classe d'un widget qui se comporte comme un bouton. Donc, un bouton, c'est vraiment comme un peu, je pense que ce que vous imaginez, c'est-à-dire un truc où vous pouvez cliquer dessus et quand vous cliquez, vous récupérez par exemple l'endroit sur la fenêtre où l'utilisateur a cliqué. Vous pouvez afficher quelque chose, tout ça. Parce que du coup, nos pièces, étant donné qu'on va cliquer dessus, après, il faudra qu'on les déplace ailleurs. Vous voyez, donc, on sent que c'est un peu comme un bouton parce qu'on clique dessus et du coup, après, on l'envoie à un autre endroit. Donc, quand on clique dessus, du coup, on sait que l'utilisateur a cliqué sur une pièce. S'il a bien cliqué sur une pièce, et ensuite, du coup, on peut déplacer, du coup, notre pièce. Et image, ça c'est aussi plutôt évident, je pense, c'est que du coup, ça nous permet de mettre une image sur notre widget. En fait, de représenter notre widget via une image. Ensuite, du coup, les attributs qu'il va avoir, donc du coup, ce sera grid X, grid Y. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est pour les positions, en fait, sur notre plateau. Et donc, et un ID aussi pour savoir, en fait, pour pouvoir repérer, pour pouvoir retrouver notre pièce si besoin. Ensuite, du coup, comme vous pouvez voir ici, il y a du numeric property et du string property. Donc ça vient du coup de nos widgets, enfin de nos imports ici, pas de nos widgets, même si je crois que... Non, c'est pas des widgets, non. Tout est widget en Kivy, mais pas tout non plus quand même. Ça vient du coup de nos imports ici, donc ça me permet de faire un peu la transition en même temps de tout ce qu'on aura besoin. Donc du coup, on aura besoin d'importer app depuis app, donc ça sera pour faire notre application, application. Button, je crois qu'il n'y en aura plus besoin du coup, parce qu'en fait, nous, ce qu'on va utiliser, c'est un button behavior, donc c'est-à-dire qui se comporte comme un bouton. Grid layout, du coup, on n'aura pas forcément besoin. Screen manager et screen, ça c'est si on veut faire plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que, vous voyez, genre par exemple, on met un menu en mode voulez-vous jouer aux échecs, je sais pas, contre Inia ou un truc comme ça. Là, vous allez du coup avoir besoin de plusieurs écrans, de plusieurs fenêtres à l'intérieur même de votre fenêtre. Donc, j'utilise un screen manager. Là, on l'utilisera pas. Mais pour la suite, par exemple, on pourrait l'utiliser. Window, c'est du coup pour la fenêtre et pour aussi un peu les paramètres de la fenêtre, notamment la taille. Ensuite, on apporte widget, config aussi, donc button behavior, je l'avais dit. Relative layout, donc du coup, ce sera du coup notre layout qui sera, notre widget sera de ce type-là, en fait. Ce sera du coup un type relative layout, c'est-à-dire que du coup, comme j'ai dit, c'est que les pièces, en fait, du coup, leur taille, leur position seront relatives à du coup leur widget pair, qui est du coup notre plateau. Image, du coup, voilà, c'est un widget. Animation, ce sera pour faire des animations quand on voudra déplacer des pièces. Button behavior, il est déjà, ok, c'est super, j'importe plusieurs fois la même chose, moi je suis un fou. Kivy properties, donc ça on va y revenir. Instructions, donc ça c'est pour créer des groupes d'instructions, c'est-à-dire quand on va stocker des widgets et qu'on ne peut pas les garder, enfin pour un peu des manipulations. Rectangle, color, ellipse, donc ça ce sera du coup pour faire notamment pour afficher des rectangles, des couleurs, enfin vous avez compris ça, mais ça servira par exemple pour afficher les coûts possibles. En fait, sur quelle case peut aller une pièce quand on clique dessus. Et builder, celui-là on n'en aura plus besoin parce qu'en fait on peut, si on en vient, on peut mettre directement nos widgets en fait qui sont déclarés ici, on peut directement les déclarer dans window.py avec du coup un builder, mais moi je le fais pas ici. Voilà, donc ensuite du coup la fenêtre et la hauteur, c'est 800 par 800, du coup la taille de la fenêtre sera du coup 800 par 800, comme ceci. Du coup, quand on revient ici, numeric property, qu'est-ce que c'est? C'est un peu un raccourci. Vous savez, en Python, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un constructeur, par exemple, vous voyez, donc self, comme ceci, et on met ensuite, du coup, par exemple, les valeurs de nos attributs qui vont être instanciés par la suite, et nos attributs, ensuite, on les déclare ici, donc par exemple, self.gridX égale à gridX, comme ceci. Et ensuite, on peut faire des getters. Vous savez, par exemple, get gridX, comme ceci, self, vous voyez, return self.grid. Voilà. On peut faire aussi des setters. Le problème c'est que du coup j'ai pas encapsulé les données, c'est-à-dire que j'ai pas mis en privé mes variables et pour qu'elles ne soient accessibles que par des accesseurs et je sais plus le nom en français, et des setters. Donc ceux qui changent les valeurs. En fait, numeric property du coup ça va faire tout ça automatiquement, c'est-à-dire que ça va créer nos attributs et en même temps ça peut les initialiser avec une valeur de base. Donc la valeur par défaut elle est passée en paramètres. Donc là je crois que c'est 0 quand c'est un numeric property. Donc du coup ça veut dire qu'on aura un attribut grade x et en plus de ça si on en vient on peut mettre des conditions. Par exemple si c'est un nombre on peut mettre par exemple min égale à 4 et max égale à 5 par exemple, vous voyez, j'invente n'importe quoi. Ça c'est du coup une vérification, c'est à dire si on veut une valeur comprise entre 4 et 5 et
bah du coup, on le fait ici, on n'a pas besoin de faire un setter, c'est-à-dire une méthode qui va vérifier que quand l'utilisateur va changer la valeur de grid X, et bien ce sera bien entre 4 et 5. Voilà, c'est juste ça. Ça nous permet en fait de créer des attributs beaucoup plus rapidement. Et vous voyez que c'était bien des attributs parce qu'après, pour y accéder, on fait bien self.grid X ou self.grid Y. Voilà. String property, c'est du coup la même chose, sauf que c'est du coup une chaîne de caractères, un attribut chaîne de caractères. Et pareil, ça nous permet après d'y accéder et de faire des vérifications. Et c'est du coup assez facile là-dessus. Voilà. Ensuite, du coup, il y aura une méthode availableMoves, donc c'est-à-dire la méthode qui va nous permettre en fait de calculer les coûts possibles en fait pour la pièce qu'on veut. Le truc, c'est qu'évidemment, les pièces ne peuvent pas faire les mêmes mouvements, enfin ne peuvent pas se déplacer de la même manière. Un pion n'a pas les mêmes coûts possibles qu'une reine. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait cette méthode, on va devoir la redéfinir à chaque fois que on va faire une classe en fait du coup pour notre pièce. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'en fait chessPiece du coup, donc ça va être un peu notre classe abstraite, c'est-à-dire que c'est une classe qu'on va jamais réellement instancier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des classes filles du coup qui vont du coup en fait à chaque fois être des classes pour chaque type de pièce. Donc il y aura la classe pawn pour la pièce pion, la classe rook pour les tours, etc. Et ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va calculer du coup les coûts possibles en fait pour chaque pièce. À chaque fois, ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on aura une méthode availableMoves qui prendra en paramètre pièce, donc ça, ce sera toutes les pièces du jeu. Parce que oui, évidemment, une pièce, par exemple, si on prend le cavalier, dans le cavalier, c'est un peu compliqué à dire. Alors, la tour, elle peut se déplacer en hauteur, derrière elle, et gauche et à droite. Mais s'il y a des pièces devant elle, enfin s'il y a des pièces sur là où elle veut aller, elle est bloquée, ou elle peut manger si c'est un ennemi. Donc du coup, ça, il faudra le prendre en compte, et c'est pour ça qu'on passe en paramètre pièces, c'est que ça nous permet du coup de savoir où sont les autres pièces en fait sur le plateau. Voilà. Et donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper de faire nos classes filles en fait, qui seront en fait des classes héritées du coup de chessPiece, qui vont correspondre chacune en fait à tout simplement à chaque type de pièce que nous avons. Voilà. Ah oui, si, je l'ai pas dit, mais on n'a pas de... Je pense que vous voyez, il n'y a pas de truc image ou quoi que ce soit. C'est normal, ce sera géré grâce à la classe image parce que notre classe hérite de image. Donc du coup, imaginez qu'il y aura déjà les attributs image en fait pour faire les images et pour mettre la source de l'image. Voilà, on verra ça quand on créera du coup nos widgets ou nos pièces. Ok, donc du coup la première classe qu'on va faire c'est la classe pawn, la classe pion, donc ce sera pour du coup n'importe quel pion. Et du coup on va avoir un nouvel attribut, ce sera first use, qui sera un booléen, donc c'est-à-dire en fait c'est pour savoir si on a déjà joué cette pièce ou pas. Parce que, souvenez-vous, aux échecs, quand on joue pour la première fois un pion, on peut le faire avancer de 2 cases. Si on l'a déjà joué, après on peut le déplacer que d'une seule case, ou manger sur la diagonale gauche ou droite. Voilà. Donc du coup, c'est juste pour savoir si on a déjà joué ce pion ou pas. Donc ensuite, du coup, availableMoves. Donc à chaque fois, ce qu'on va faire pour availableMoves, c'est qu'on va renvoyer un dictionnaire qui va contenir en fait les coups possibles et les pièces qu'on peut manger. J'ai séparé les deux. C'est juste pour essayer de distinguer un petit peu s'il y a du débugage ou pas, mais en vrai, c'est pas super important. C'est même un peu plus embêtant parce qu'au final, du coup, à chaque fois, il faut regarder s'il y a des coups disponibles dans availableMoves, donc la clé availableMoves, donc la valeur associée à availableMoves qui sera un tuple ou une liste. Et ensuite, il faut regarder s'il y a des pièces qu'on peut capturer dans du coup l'autre clé. Voilà. Comment on fait ceci? Donc, on a du coup notre dictionnaire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va distinguer le cas si on a un pion qui est noir ou blanc. S'il est blanc, les blancs, on va dire que ce sont toujours ceux qui seront en bas de notre échiquier, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent que monter. Étant donné qu'ils peuvent que monter, si self.grid y est égal, est supérieur à 7, en fait, il n'y a pas de coup disponible, parce qu'en fait, ça veut dire que la pièce blanche, le pion, a atteint la dernière ligne, en fait, qui est tout en haut. Tout en haut étant, du coup, chez les noirs. Du coup, il n'y a pas de coup disponible, parce que il peut pas aller plus loin, en fait. Ensuite, si c'est pas le cas, et que c'est son premier coup, donc c'est la première fois qu'on l'utilise, et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va stocker comme coup, en X, ça change pas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut que monter. Donc, du coup, on va lui rajouter... Ses premières coordonnées, ce sera du coup self.grid x et self.grid y, ou self.grid y, plus 1, donc c'est-à-dire qu'on augmente de 1, donc du coup, il peut aller à la case au-dessus, et il peut aller encore à la case d'après, donc self.grid
y plus 2. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si on n'a pas fait, si on a déjà fait le first move, le first use, donc c'est-à-dire qu'on l'a déjà utilisé une fois, bah du coup bah il peut monter que de 1. Là il n'y a pas de faute, hein, c'est un tuple unique, c'est un tuple de tuple, et étant donné que c'est un tuple de tuple, vu qu'il n'y a qu'un seul tuple, il faut mettre une virgule à la fin, parce que sinon il va faire qu'un seul tuple, et nous on veut pas un seul tuple, en fait on veut un tuple qui contient un tuple. Ou sinon on fait avec une liste, je sais pas pourquoi ici j'ai mis une liste, non j'ai mis un tuple pardon, vous pouvez mettre une liste aussi, il n'y a pas de souci. Bon là c'est pas trop embêtant, mais étant donné qu'en fait on peut rajouter ensuite des coups, bah c'est pas bien en fait du coup que ce soit un tuple, parce qu'un tuple c'est immutable. Mais bref, tuple ou pièce c'est pas grave. Ou liste, oh là là, catastrophe. Ce qu'on va faire c'est qu'après on va regarder si il y a des pièces ou pas qui sont devant nous. S'il y a une pièce qui est pile devant nous, devant notre pion, mais il peut pas bouger en fait. Donc du coup bah, on va lui retirer les coups disponibles. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir toutes nos pièces, et si on se rend compte qu'on a une pièce en fait où sa valeur y est égale à la valeur de notre pièce y plus 1, donc c'est à dire qu'elle est vraiment devant nous et qu'elle est au même niveau, enfin elle est au même x, et bah du coup c'est à dire qu'il n'y a pas de coup possible, donc on l'enlève. Après n'oubliez pas que du coup que là c'est pour le cas où on est sur une pièce blanche, donc comment on le vérifie, c'est grâce à son ID. Donc je verrai comment j'ai fait du coup mes ID, mais en gros mes ID, moi ça commence toujours par white ou black, et du coup ça me permet de savoir la couleur de la pièce, et je récupère du coup cette valeur en faisant un slicing. Et du coup, si ma pièce est blanche, bah du coup, hop, je sais. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un ID, c'est parce que comme ça, moi, je pouvais savoir la couleur. J'aurais pu faire aussi un attribut color, en vrai, c'est un peu la même chose ici. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai là? Si j'ai une pièce, en fait, qui est à droite ou à gauche, du coup, et devant, hein, et qui est une pièce noire, bah je peux la manger, donc du coup, j'ajoute la position en pieces to capture. Donc oui, en fait, available moves et pieces to capture, c'est que, en fait, les coordonnées, en fait, de là où peut aller notre pièce. Voilà. Donc du coup, pour savoir s'il y a une pièce, du coup, qui peut manger à sa droite, vous voyez, donc vous imaginez par exemple le pion qui est ici, ok. Donc à sa droite, ça veut dire ici il y a une autre pièce qui est d'une couleur différente. Bah là du coup, pawn du coup il est en self.grid x et self.grid y. Comme je vous l'ai dit, vu qu'on est sur des widgets relatifs, en fait du coup on a des valeurs comprises entre 0 et 1 pour les coordonnées. Bah du coup, étant donné que à chaque fois, chaque coordonnée c'est divisé en fait par 1/8, comme ça moi ça nous permet d'avoir 8 pièces en fait qui sont bien ordonnées en longueur et en largeur. Bah du coup ça veut dire que niveau y, ça veut dire que là on est à un niveau de plus, donc on ajoute juste 1 à la valeur de grid y. Et donc du coup, si on a une pièce à sa droite, donc ça veut dire que en grid x c'est plus 1 et en grid y c'est plus 1. Voilà. Et donc du coup, si c'est le cas, bah, on ajoute ce coup, enfin cette coordonnée, parce que ça veut dire que c'est une pièce qu'il peut prendre. Le principe est le même pour quand c'est à gauche, donc en fait on regarde, donc du coup à gauche, donc vous imaginez notre if, on ici notre pièce, donc du coup la pièce à gauche elle est ici, donc elle est 1x avant et 1y en plus parce que la pièce est au-dessus, et donc si c'est le cas, ben, on ajoute cette coordonnée. Voilà, et on renvoie du coup notre dictionnaire available moves. Le principe est le même du coup ensuite pour si c'est une pièce black. Alors une pièce noire, du coup, ça veut dire qu'elle va toujours descendre. Ok. Donc du coup, ça veut dire que si on a une pièce pawn black, donc du coup, ça veut dire que un ennemi, c'est du coup soit ici. Ok. Alors, je sais pas comment je vais faire ça pour que ça se voit un peu bien. Non. Bon, lui. Voilà. Donc ça va être, vous voyez, par exemple ici, à gauche, ou alors à droite ici. Donc ça veut dire que en x, donc du coup ce sera un x de plus ou un x de moins, et ce sera un y de moins, vu que les coordonnées, en fait, le repère orthonormé c'est 0, 0 en haut à gauche, donc plus on va vers la droite, plus ça augmente en x, et plus... non, du coup c'est l'inverse, non, le repère orthonormé est en bas, en fait, contrairement à Pygame, c'est pour ça que je confonds. Donc plus on va à droite, plus ça augmente en x, plus on va en haut, plus ça augmente en y. Donc du coup, si on veut diminuer, et ben si on veut descendre vers le bas, alors du coup on diminue notre y. Voilà. Et donc du coup, c'est ce que ça fait, c'est que donc là, si c'est le premier coup, bah du coup, on lui ajoute les deux coups, en fait, enfin les deux positions qu'il peut faire. Donc en grid y-1, grid y-2. Sinon, bah, on lui met qu'un seul coup, donc c'est le seul en fait qui peut faire. Et ensuite, du coup, s'il y a une pièce en fait en grid y-1, bah du coup il peut pas. Vous voyez.
je me rends compte que il faudrait que j'ajoute aussi, si c'est le premier coup, qu'il faudrait que je regarde si en y-2, il n'y a pas une pièce aussi. Vous voyez, donc ça, il faudrait y penser, donc c'est-à-dire vérifier, faire un même if ici, hop, comme ceci. Hop, vous voyez, y-2. Parce que ça, en fait, s'il y a une pièce en -1, bon, bah, automatiquement, en -2, il n'y a pas besoin de regarder parce que c'est mort. Mais le truc, c'est que peut-être qu'en juste après, juste devant lui, il n'y a pas de pièce, mais peut-être que 2 cases après, donc là, ce deuxième en self.grid y-2, il y a peut-être une pièce, mais là, on le vérifie pas. Donc du coup, il faut penser à le mettre ici. Et moi, ce que je mettrais aussi ici, c'est de mettre un self.firstUse. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais faire pareil du coup pour ici. Hop. Voilà. Donc là, 2. Et je vais mettre self. Alors, c'est quoi déjà le truc? Hop. Comme ceci. And voilà. Comme ceci. Ok. Nickel. Donc, voilà. Ensuite, du coup, bah pareil, on regarde du coup s'il y a une pièce à capturer ou pas. Donc, bah, du coup, bah, c'est le même truc que je vous avais dit, c'est vous imaginez votre pièce qui est, votre pion il est ici, donc du coup, faut regarder du coup ici, vous voyez, s'il y a un ennemi ici, hop, ou s'il y a un ennemi ici, et donc ça, du coup, comment ça se traduit? Bah, ça veut dire qu'un ennemi ici, ça veut dire que c'est en y-1, donc c'est le même y que lui, mais -1, et en x, bah, c'est un x plus 1, en fait, vu que c'est vers la droite, et ici, c'est un x moins 1 et un y moins 1. Voilà, hop. Donc du coup c'est exactement ce que je fais ici, et je les ajoute du coup dans Pieces to Capture, et bah, je fais juste un append, et j'appelle un tuple à chaque fois, et ensuite je renvoie du coup mes coups disponibles, donc mon dictionnaire available moves. Voilà. Ensuite du coup maintenant on va passer au rook, donc c'est-à-dire à la tour. Donc pareil, je vais avoir à nouveau une méthode available moves, le même nom, qui prend en paramètre pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup créer pareil un dictionnaire exactement pareil, où je vais avoir les coups disponibles et les pièces à capturer. Les deux sont toujours des pièces, c'est toujours des positions disponibles, des cases disponibles, mais comme je dis, j'ai préféré un peu séparer. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va définir deux variables, rows et calls, et donc du coup, ce sera en fait les valeurs de nos lignes, enfin le nombre de lignes et le nombre de colonnes, il y en a 8 pour les deux. Et ce qu'on va faire, c'est que on a une tour, ok, à un endroit donné, tous ces coups possibles, enfin non, tous ces mouvements possibles, c'est soit vers la gauche, soit vers la droite, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder de ça. Donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder à droite. Donc à droite, ça veut dire que on va regarder on va prendre sa position, donc en X, et on va regarder de la position X à lui, plus 1, jusqu'à la fin, donc jusqu'à calls, moins 1, donc du coup jusqu'à la dernière colonne, la colonne qui est du coup en position 7/8e. Et du coup, on va voir à chaque fois s'il y a une pièce ou pas. Si c'est une pièce ennemie, donc c'est-à-dire que la couleur en fait dans ID est différente de la couleur de la pièce, de la couleur dans l'ID de la pièce de l'autre pièce, bah, du coup ça devient une pièce à capturer. Et ensuite du coup on arrête ici, ça veut dire qu'on n'a pas d'autres coups disponibles. Dès qu'on rencontre une pièce, en fait, on ne peut, la tour ne peut pas aller après, en fait, c'est sa limite. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici, en fait, on va parcourir du coup toutes on va regarder en fait toutes les coordonnées en X en fait de self.grid X plus 1 jusqu'à calls, donc calls moins 1 vu que c'est un range, donc du coup jusqu'à la 8e colonne comme ceci. Et à chaque fois on va regarder du coup si on trouve une pièce ou pas. Si on en trouve une, bah, évidemment après du coup ça veut dire que faut s'arrêter là, parce que ce soit un ennemi ou pas, on s'arrête là, parce que c'est comme ceci. Et ensuite, si du coup cette pièce est une pièce ennemie, bah du coup on va l'ajouter dans les pièces qu'on peut capturer. Ensuite du coup, si on a trouvé du coup une pièce, bah alors du coup on break. Et si on n'a pas trouvé de pièce, bah on peut ajouter du coup cette valeur. Voilà. Et le raisonnement est quasi le même en fait pour les autres. C'est vraiment la même chose à chaque fois. Et sauf que là du coup, ce sera du coup en Y. Donc en fait du coup vers le haut.
Et donc là, ce sera du coup un for y in range in self.grid y. Alors oui, j'ai eu besoin de convertir en int, tout simplement parce que grid x et grid y, du coup, c'est des... Vous avez vu, c'était des properties. Et du coup, c'est des objets en fait de Kivy. Donc du coup, il faut les reconvertir. Normalement, ça se fait automatiquement, mais là, ça se faisait pas. Je crois que c'est parce qu'en fait, je crois que, vous savez, en Python, dans n'importe quelle classe, enfin dans n'importe quel langage, je crois, enfin dans plein de langages comme le C++, on peut, quand on peut représenter un objet par une valeur, vous voyez. Et je crois qu'en fait, la valeur, quand on fait self.grid, c'est un float. Ce qui paraît pas déconnant, parce que c'est plus facile, en fait, du coup, notamment quand on a des relatives, enfin, quand on a des nombres à virgule, comme par exemple quand on a des relatives layout. Mais du coup, ici, nous, étant donné que c'est un range, il nous faut un entier. Voilà. Ensuite, du coup, on fait pareil pour le reste, pour les autres côtés. Donc, là, du coup, pareil pour un Y. Et là, ça va être vers le bas, en fait, jusqu'en bas du plateau. Où là, du coup, en fait, on décrémente cette fois-ci, puisque bah, on diminue, en fait, on va jusqu'en bas. Et pareil, on regarde si à chaque fois il y a une pièce à cette coordonnée. Et si c'est le cas, et bah, du coup, on break. Si c'est une pièce ennemie, bah, d'abord, on dit que bah, on peut la capturer. Si après, on break. Et si on n'a rien trouvé, bah, ça veut dire que c'est bon, on peut y aller, vu qu'on a regardé toutes les coordonnées de toutes les pièces. Voilà, pareil du coup pour ici. Et ensuite, du coup, on peut renvoyer les coups disponibles. On peut renvoyer du coup notre dictionnaire. Voilà. Ok, donc maintenant, on va s'attaquer au cavalier. Donc les cavaliers, à nouveau, pareil, même méthode. On crée, du coup, ensuite notre dictionnaire. Et là, vous voyez qu'il y a un create moves. Alors, on va regarder le create moves d'abord. Alors, ce qu'il fait, en fait, c'est juste que il va nous créer en fait tous les... Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir un peu... Avant, vous voyez, on regardait en fait si on pouvait faire un coup, si on pouvait mettre la pièce dans une certaine case. Si c'est le cas, on pouvait le faire. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on va ajouter toutes les possibilités, enfin tous les coups possibles que peut faire notre cavalier. Et ensuite, on va les supprimer au fur et à mesure si on trouve que ce coup soit n'existe pas. C'est-à-dire que s'il me dit ouais, il y a un coup possible en 9-9, j'invente mais vous voyez, c'est pas possible en fait, parce que selon où est le cavalier, en fait, il y a des coups qui n'existent plus parce qu'il est sur un bord en fait du jeu. Donc on va tous les créer. Donc ça, du coup, ça reprend en fait toutes les coordonnées en fait pour faire tous les coups possibles en fait d'un cavalier. Donc vous voyez, un cavalier, vous souvenez-vous, ça veut dire que tout autour de lui il y a un carré de cases en fait, un peu, si on peut imaginer ça comme un carré. Et après, du coup, il y a deux coups en fait à chaque fois sur les rebords, enfin sur les coins des carrés, si on peut essayer d'imaginer ça comme ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder du coup si ces coups sont possibles, c'est-à-dire que leurs valeurs sont inférieures ou égales à 7 et supérieures ou égales à 0. Voilà, parce que là je fais des additions comme ça un peu à la volée, ça se trouve en fait c'est des coups qui n'existent pas. Voilà, donc du coup je crée les coups de base, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir toutes mes pièces, et je vais voir en fait si dans une des coordonnées, si une des pièces a les mêmes coordonnées que les coordonnées en fait où pourrait aller mon cavalier. Si c'est le cas, si c'est une pièce qui a la même couleur que lui, bon bah du coup j'enlève la pièce, j'enlève le coup, parce que je peux pas y aller. Si par exemple c'est pas de la même couleur, ah bah alors là c'est bien, ça veut dire que je peux manger une pièce. Et c'est exactement ce que je fais. Et j'ai failli dire qu'il y avait un problème parce que je voyais que pour le cas où la pièce est blanche, mais non, c'est aussi le cas pour quand la pièce est noire. Donc c'est bon, donc voilà, c'est exactement ce que je fais, je parcours toutes les pièces, et ensuite du coup, si la couleur de la pièce est de la même couleur, enfin si elle est blanche comme nous, alors du coup, je le revérifie ici. Ah oui, mais non, je regarde d'abord la couleur du cavalier, et ensuite je regarde la couleur de la pièce. Donc du coup, là, ça veut dire que mon cavalier est blanc et j'ai une pièce blanche. Donc, du coup, si la coordonnée est la même que une des coordonnées de mon cavalier, donc je fais du coup piecegrid x, piecegrid y, entre parenthèses, donc c'est un tuple que je fais. Si ce tuple existe dans available moves, enfin dans la valeur, dans mon tuple de tuple, ou dans ma liste de tuple, dans ma liste de tuple, je la supprime. Oui, je supprime parce que c'est une liste. Voilà, donc il faut faire bien une liste. Je supprime du coup mon tuple piecegrid x, piecegrid y, donc ça me supprime du coup ce tuple ici. Voilà. Si par contre la couleur c'est un noir,
c'est-à-dire l'inverse, bah du coup, je peux, bah déjà je l'enlève de Available Moves et je le mets dans PCs to Capture. Ça aussi, évidemment, ce code aurait pu être un petit peu optimisé, parce que vous voyez que c'est 2 fois la même chose. En fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu juste regarder que si piece.id de 0 à 5, en fait, donc je fais un slicing de l'index 0 jusqu'à l'index 5, 5 exclu, si c'est différent en fait de self.id, donc attendez, je vous l'écris, si self.id 5 différent de piece.id 5, vous voyez, j'aurais, et du coup bah, je faisais en fait juste ce code ici, ok, et si c'était égal, bah, je faisais juste ce code ici, et j'aurais pas eu à distinguer le cas blanc et noir en fait. Voilà, je l'ai fait des fois pour d'autres classes, enfin d'autres méthodes, là je pourrais le faire aussi, je vais peut-être me le mettre, voilà, donc après bon il y a toujours des trucs à améliorer, mais c'est aussi pour vous donner un peu une base, pour vous montrer un truc. Comment je vais le mettre, je vais mettre self.id 5 égale or différent de piece.id 5, voilà. Et du coup bah ça facilite pas mal le truc, mais ça du coup on va dire c'est un peu la version naïve, mais comme ça moi on voit un petit peu tout en fait, tous les cas. Mais c'est juste que c'est un peu plus redondant, ça leur dit un peu le code, puisque c'est toujours la même chose en fait, hein. C'est juste que là, une fois c'est noir, une fois c'est blanc, ouais bon, on s'en fout un peu quoi. Enfin c'est redondant quoi. Et ensuite bah du coup je peux renvoyer là mon dictionnaire. Ensuite maintenant on va s'occuper du bishop, donc c'est-à-dire du fou. Donc lui il est un peu particulier, c'est que du coup il peut se déplacer que dans les diagonales. Bon, pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dictionnaire. Pareil, on va passer en paramètres les pièces du coup de notre jeu. Donc les pièces, en fait, c'est l'ensemble des widgets pièces, en fait, de ChessPiece. Voilà. On aura un conteneur après que vous verrez bien pratique. Donc ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on fait du coup, on va parcourir en fait en diagonale. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple un for i in range 1 rows, donc c'est-à-dire de 1 à 7. En train de me demander pourquoi j'ai fait de 1 à 7. Ah oui, je sais, c'est parce que je me suis dit en fait qu'il aurait fallu mettre 0, mais en fait non, c'est parce qu'en gros, ces i, en fait je vais les ajouter à mes coordonnées x et ou y. Voilà, c'est pour ça. Et je vais les soustraire après pour x et ou y. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vérifie que je sois pas dans une valeur qui est trop grande, en fait, qui dépasse du coup 7 ou 8. Donc, du coup, si c'est supérieur ou égal à rows ou supérieur ou égal à calls, du coup, j'arrête. Ensuite, ce que je fais, c'est que du coup, pareil, si je trouve une pièce, en fait, dans ma diagonale, du coup, ça veut dire que je peux pas aller plus loin. Donc, du coup, je m'arrêterai là. Si c'est une pièce que je peux capturer, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas de la même couleur, je l'ajoute donc du coup à Pieces to Capture, sinon, je m'arrête là. Et si j'ai rien trouvé, du coup, je rajoute cette case en fait qui est disponible pour moi. Voilà, pareil pour ici, à part que ici du coup ce sera du coup en X qui va décrémenter et Y qui va augmenter, donc du coup ce sera pour la diagonale en fait qui va vers le haut gauche. Voilà, donc pareil, après même principe ici, pareil aussi à nouveau, à part que là c'est pour du coup la diagonale qui va vers le bas gauche, parce que je décrémente X, enfin je fais une décrément, je regarde les valeurs oui qui sont sur la diagonale gauche, parce que je diminue les valeurs en X et en Y, et après pareil pour ici, où là du coup j'augmente les valeurs en X, et je diminue les valeurs en Y, donc du coup je vais regarder la diagonale vers le bas droit. Voilà, et après je retourne bien évidemment mon dictionnaire. Ok, donc on avance, il nous reste 2 pièces, je crois, ouais, 2 pièces. Donc chessboard pour queen, alors queen, je la fais pas hériter, contrairement aux autres de chesspiece, je la fais hériter de rook et bishop, qui elles-mêmes héritent de chesspiece, donc du coup ça hérite en fait au final bien de mon widget. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'en fait la reine, elle peut se déplacer en diagonale, ou comme le cavalier, c'est-à-dire en haut, soit sur la même X, soit sur le même Y. Bon en fait c'est exactement en fait les mouvements que peut faire en fait le cavalier et que peut faire la tour et le fou. Bon du coup ce que je fais c'est que juste j'appelle en fait les méthodes de mes classes en fait parentes, et je récupère du coup les coups possibles, et après ce que je fais c'est que je fais une fusion du coup de tous les coups qui sont possibles, comme ceci tout simplement. Et vu que Available Moves en fait les dictionnaires auront les mêmes clés, du coup je peux regarder en fait, je prends les clés d'un dictionnaire et je les utilise en fait dans le dictionnaire de l'autre, et ça me renverra les valeurs.
et je peux faire du coup ce que je veux avec. Et du coup j'ai mon dictionnaire qui me dit tous mes coups possibles et toutes les pièces que je peux manger. Et c'est fini. Voilà, tout simplement. Et enfin, King, donc le roi, donc pareil, first use. First use, c'est pourquoi? C'est pour un coup spécial qui est le castling. Donc le castling, c'est-à-dire qu'on peut inverser la position en fait de la tour et du roi, même s'ils sont pas côte à côte. Voilà, c'est un coup spécial, mais à implémenter du coup. Et du coup, en fait, le castling, on peut le faire uniquement si le roi on l'a pas déjà touché. Et j'ai un doute maintenant. Je crois que il faut aussi que je sais plus si la tour, il faut on l'ait déjà touché ou pas. Si on l'a déjà touché, est-ce qu'on peut du coup faire le castling ou pas? J'ai un doute sur ça, faudrait que je vérifie. Parce que je vous avoue que j'utilise pas souvent le castling en fait. J'ai jamais trop réussi à faire vraiment des grosses parties où j'arrive à utiliser le castling et c'est bien utile, vous voyez, c'est pas juste en mode, ouais, attendez, je fais le castling parce que c'est stylé. Voilà, donc j'ai un doute, mais au pire, c'est pas trop compliqué à implémenter. C'est pareil, on peut utiliser un first use du coup dans la tour. Je l'ai pas fait d'ailleurs par hasard. Ah bah si, c'est juste que j'avais oublié d'en parler. Bon bah ok, donc du coup faut vérifier que le roi, le roi et la tour en fait ont pas déjà déplacés. Voilà. Donc du coup bah comment je vais faire? Bah juste ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer les moves. Donc les moves, ah oui, une méthode casting, hein, c'est pour la suite. Donc du coup bah ce que je vais faire c'est que bah le roi en fait il peut juste se déplacer tout autour de lui en fait, donc du coup bah je crée du coup tous ces mouvements là, donc tous ces coups là, donc en grid X, grid plus 1, grid Y plus 1, pareil pour les autres, donc du coup donc ça c'est pour devant lui, ça c'est pour à sa gauche, ça c'est pour à sa droite, ça c'est pour à sa gauche, mais pas devant, enfin ça c'était devant du coup, ici c'était devant, là c'est juste vraiment à sa gauche à lui, là du coup derrière lui à sa gauche. Ouais. Là, c'est à sa droite. Là, c'est à sa droite de derrière, si on peut dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment derrière lui. Voilà. Et donc, bah pareil, après, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que ces coups, en fait, sont possibles. C'est-à-dire que déjà, ils sont pas une valeur supérieure à 8. Et ils n'ont pas une valeur supérieure à 0. Là, j'ai mis supérieur strictement à 8. Faudrait plutôt mettre un supérieur ou égal. Parce que s'ils sont égaux à 8, bah du coup, ça veut dire que ce move est bon, mais c'est pas le cas. Donc voilà, supérieur ou égal à 8. Ensuite, je fais available moves, good available moves. Donc c'est-à-dire que je dis en fait les bons mouvements en fait qui sont possibles. J'aurais pu faire avec par compréhension, je l'ai juste pas fait ici. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde en fait si, du coup, tous les coups que j'ai stockés, tous les bons coups, si je peux dire, bah je regarde s'il n'y a pas des pièces sur ces cases-là. Si c'est une pièce qui n'est pas de la même couleur, bon bah du coup, je peux la manger. Et si c'est une pièce de la même couleur, bah je retire du coup mon coup possible. Et là, j'ai oublié de mettre un remove. Donc je vais le remove ici. Voilà. Je vous dis, c'est pas grave, hein, parce que j'avais quand même... juste ça m'aurait dit en fait que je pouvais me déplacer ici et que je pouvais aussi capturer la pièce, ça aurait pas été grave. Et du coup, si je peux jouer, c'est-à-dire que je peux faire le castling, et bah du coup je vais appeler la méthode castling. Et la méthode castling, qu'est-ce que c'est? Donc si c'est donc le castling, donc, du coup ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder si qu'entre la tour et le roi il n'y ait pas de pièces. Alors il faut aussi vérifier que le roi n'est pas en checkmate, mais ça c'est une autre méthode qui s'en occupe. Enfin une autre fonction qui s'en occupe. Ou méthode, ouais. Mais là du coup ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe juste de vérifier que oui, il n'y a pas de pièces et que c'est ça. Donc bah là du coup ce que je fais, c'est que je regarde qu'il n'y ait pas de pièces à gauche ou à droite. Donc ça c'est si je fais un castling à gauche ou un castling à droite. Et en même temps il faut que je vérifie qu'en fait, donc il faut pas qu'il y ait de pièces à droite, mais il faut pas que s'il y a une pièce, si c'est le rook, enfin si c'est une tour, bah c'est pas grave en fait, c'est bon. J'aurais dû aussi vérifier la couleur, parce que là je le fais pas. Mais en vrai c'est pas important parce que si j'ai une pièce en fait
bah, il me mettra en fait un checkmate, je pense. Ah, peut-être pas sûr en fait. Parce que, ouais, là il faudrait peut-être vérifier aussi la couleur de la pièce, que ce soit bien de la même couleur, parce que... attendez, parce que si... Imaginons on est une tour ici, il va me dire que du coup, bah... En fait là du coup il va me dire, bah ouais je peux faire le castling parce que... bah parce que j'ai pas de pièces. Ça pourrait peut-être poser problème. Après j'ai le checkmate qui va me dire, ouais mais là t'as une tour ici, donc du coup il faut que tu bouges ton roi, sinon t'es foutu. Ouais, peut-être que ça fonctionne. Ah, mais non, mais si je l'ai vérifié ici. Ah, bah si, c'est bon, en fait, finalement. Et puis, même de toute façon, il y a aussi les méthodes pour checker s'il n'y a pas d'échec et maths. Voilà. Et donc, du coup, si du coup je trouve une pièce, en fait, et qui est pas une tour de la même couleur, bah, du coup, je mets que no piece right, donc c'est-à-dire qu'il est à false, donc c'est-à-dire qu'il y a une pièce à droite, donc du coup, je peux pas faire mon checking. Enfin, mon castling. Et donc, du coup, après, si j'ai pas de pièce à droite ou à gauche, bah du coup je peux faire un castling à gauche ou un castling à droite. Voilà. Donc ça du coup c'était pour calculer en fait les coûts en fait pour chaque pièce. Donc maintenant bah du coup on va pour s'occuper un peu de la classe qui va vérifier en fait les règles, le déroulement du jeu. Alors comment allons-nous vers ceci? Nous allons utiliser du coup une classe chessboard qui sera un relative layout du coup. On aura du coup quelques petits attributs. On aura du coup piece pressed, donc ça c'est pour savoir si une pièce a été, si on a appuyé sur une pièce. L'ID de la pièce, ça peut toujours servir. Les coûts disponibles, à quel tour c'est, à quel joueur c'est. L'index de la pièce, les positions de la pièce, par exemple, être comme ça. Et check, bah du coup un booléen pour nous dire si on est en check ou pas. Alors on a plusieurs choses. D'abord on va dessiner le tableau. Donc le tableau, comment on va faire? On va faire une méthode drawBoard, qui je crois de mémoire a besoin de s'appeler comme ça. Parce que, bah, comme ça, moi, il sait en fait comment dessiner le truc, je crois, de mémoire. Ou pas besoin, je sais plus. Mais je crois qu'il faut l'appeler comme ça, c'est mieux en tout cas. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais avoir... Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du coup des cases vertes et blanches. Pourquoi pas? Qui, bah, vous voyez, ce sera du coup les deux couleurs en fait de mes cases. Is white, donc ça, c'est pour savoir si je dois dessiner une case blanche ou pas. Et ensuite, grid size X et grid size Y. Donc, ça c'est pour savoir la taille en largeur et en hauteur de mon tableau. Et ensuite, du coup, ce que je fais, c'est que je fais un with self.canvas.before. Donc, le point before, ça veut dire que, en fait, les images, du coup, qui vont être dessinées, enfin, du coup, les carrés, en fait, qui vont être dessinés ici, ils seront avant tout. Vous voyez, c'est ça le before, c'est que ce sera avant, donc du coup, ce sera dans l'arrière-plan. Donc, du coup, en fait, ça va pas être, comment dire, je vais d'abord dessiner ça. Vous voyez, donc mon tableau, et ensuite par-dessus, je vais mettre mes images. Et pas l'inverse, parce que sinon je ne verrai pas du coup mes images de mes pièces. Vous voyez. Et ensuite j'ai un on pause. Ah non, c'est le on pause et on size qui je crois doivent s'appeler comme ça. Parce que ça permet, en fait c'est des méthodes que Kivy reconnaît. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ça aussi. C'est que c'est des méthodes que Kivy reconnaît pour savoir en fait la position, la taille en fait de notre fenêtre. Donc du coup là on fait self.drawBoard et drawMove. DrawMoves, c'est pour en fait afficher les coups en fait quand on appuie sur une pièce parce qu'on dit à l'utilisateur quelle pièce, enfin sur quelle case il peut aller. Voilà. Il y a update au final il y en aura pas besoin. Ça peut servir des fois si vous faites un jeu un peu poussé, mais là c'est pas le cas. On size, c'est pour savoir en fait la taille. S'il y a un redimensionnement, ça met à jour la taille du tableau. Parce qu'on a agrandi la fenêtre. Voilà. Ensuite, drawMoves. Donc ça c'est pour dessiner les moves. Donc on va faire with self.canvas. Donc voilà. Point before. Parce que sinon on risque de pas les voir. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais afficher des petits cercles, vous voyez, qui seront de couleur bleue ou verte selon si c'est un coup disponible ou un ennemi en fait que je peux manger. C'est du détail, hein. C'est juste voilà pour afficher. Donc du coup mes cercles, ce sera du coup de taille, ça fera 20% de la case. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais du coup récupérer tous les coups en fait qui sont dans Available Moves et je vais donc du coup si c'est donc j'ai fait un énuméré, donc ça veut dire que si c'est à l'indice 0, ça veut dire que c'est du coup c'est des coups possibles. Et si c'est à l'indice 1, ça veut dire que c'est du coup ma liste en fait de pièces que je peux manger. Donc du coup je mets pas la même couleur. Voilà, et ensuite du coup je dessine une ellipse qui sera du coup un cercle. Alors oui, c'est un peu long, voilà. Et ensuite ces ellipses, je vais les stocker dans un groupe.
Le groupe s'appellera moves. Alors ça du coup, je vais avoir un groupe en fait. Alors ellipse, j'ai un doute si c'est un widget ou pas. Je dirais que oui. Et du coup, ce que je peux faire, c'est que je vais pouvoir stocker mes ellipses ici, et après je vais pouvoir les supprimer. Parce que oui, comment je fais du coup pour supprimer? En Pygame, c'était un peu plus simple. Par exemple, en Pygame, bah en fait, juste si vous les affichez plus, ça s'affiche plus. Mais là, en fait, une fois que vous avez mis un widget en fait sur votre fenêtre, vous pouvez pas le faire disparaître. Vous voyez, vous n'avez pas de boucle qui tourne à l'infini, quoi que ce soit, qui vous dit, qui vous met à jour tout le temps la fenêtre, et vous avez tout qui tourne en fait. Non, c'est une fois que vous avez mis un widget, il est mis, il est posé. Si vous voulez le supprimer, ah bah il faut le retrouver, il faut soit retrouver son ID, soit faire des manip ou des trucs comme ça, soit alors vous le mettez dans un groupe, et les groupes c'est facile à les retrouver. Vous dites, bon bah ce groupe il s'appelle comme ça, je le veux plus, bah vous faites self.canvas.remove, groupe, et vous mettez le nom du groupe, et ça supprime ce groupe, donc ça du coup ça va me supprimer toutes mes ellipses. Et ça du coup cette méthode je vais la rappeler dès qu'un joueur en fait aura déplacé sa pièce, je vais la rappeler évidemment, comme ça va me supprimer mes ellipses, donc mes cercles, et du coup je n'aurai plus les coups disponibles affichés. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. Ensuite, on va s'occuper... Bon, on peut s'occuper de turn avant, mais turn, bah, c'est juste, voilà, si on est au blanc, bah du coup après c'est passe au noir et inverse blanc. Voilà. Et du coup il nous reste untouch down et check. C'est un jeu de mots, hein. C'est juste pour vérifier qu'il y a un check, et checkmate bah, pour voir si on est en échec et mat ou pas. Donc untouch down, alors untouch down elle est un peu grosse, donc on va y aller mollo. Donc untouch down, qu'est-ce que c'est? Donc on prend en paramètre touch, donc touch c'est quoi? C'est là où a cliqué l'utilisateur. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va convertir, du coup donc les coordonnées touch ce sera du coup les coordonnées en mode 345 en X et 522 en Y. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va les convertir du coup en coordonnées relatives. Donc pour grid X et grid Y. Donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on récupère la coordonnée X. Ouais, donc touch.pose de 0. On divise par self.width, donc par la largeur. Et on multiplie par rows du coup. Donc en fait c'est juste un produit en croix pour savoir en fait du coup la coordonnée entre 0 et 8 du coup. Et ensuite, donc si on a un self.checkmate, bon bah on dit bah le joueur actuel a perdu. Sinon ce qu'on va faire c'est que on va parcourir du coup toutes nos pièces. Donc là on va faire self.children. Donc self.children en fait ça contient tous nos sous-widgets, tous nos widgets fils. Donc c'est à dire toutes nos pièces. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va stocker ça peut nous servir, on stocke du coup les coordonnées en fait d'une pièce actuelle, donc ça peut servir pour après, vous allez voir. Ensuite on regarde du coup donc oui j'ai pas mis tous les coups spéciaux, j'ai mis que le castling, il y en a deux autres que j'ai pas mis, faudrait que je les mette, mais au pire vous pouvez les faire vous-même. Donc si grid X, donc vous voyez si là où a cliqué l'utilisateur ça correspond aux coordonnées de la pièce actuelle, et que la couleur de cette pièce en plus correspond bien à la couleur en fait du joueur actuel. Donc si par exemple il est blanc et qu'il clique sur une pièce blanche, bah c'est bon. Donc du coup on dit qu'on a bien pressé une pièce. Donc ça nous servira parce que si on clique sur une pièce, du coup on va voir les coups disponibles affichés, et du coup on pourra après ensuite dire ok bah s'il clique ici, on sait qu'il a déjà cliqué sur une pièce, donc du coup en fait il y aura déjà les coups disponibles en fait affichés, et on pourra dire bah cette pièce on va la déplacer. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va récupérer du coup les coups disponibles, on va afficher les coups disponibles, et on récupère l'ID. Donc le premier ID lui c'est l'ID en fait l'index. J'aurais dû mettre index parce que là c'était pas clair. Là c'est du coup l'index en fait dans notre conteneur, donc comme dans une liste, enfin c'est un enumerate, donc du coup ça nous renvoie une sorte de liste. C'est pas vrai, je sais plus ce que c'est, mais en gros vous avez compris le truc, c'est l'index. Ça nous servira parce que si on a besoin de supprimer une pièce, il nous faut en fait son index dans self.children. Voilà, c'est juste pour ça. Et du coup ensuite on a récupéré tout ce qu'il nous fallait. Ensuite du coup si l'utilisateur a déjà appuyé sur une pièce et que là où il clique à nouveau ça correspond bien à une des coordonnées. Non, si c'est une autre pièce en fait qui clique. Donc s'il a cliqué par exemple un temps sur un pion et qu'après il veut cliquer finalement sur un cavalier, bah du coup c'est ce que fait ce elif. C'est-à-dire qu'il a déjà cliqué quelque part, mais il veut cliquer sur une autre pièce finalement. Et bah du coup c'est ce que permet de faire ça. Et donc du coup bah là pareil à nouveau, j'ai pas tout récupéré. Je devrais mettre ça aussi. Hop, ici. Voilà, comme ceci. Et donc du coup, je récupère les mouvements et je réaffiche du coup les nouveaux coups qu'il peut faire. Ensuite, du coup, admettons, il a appuyé sur une pièce. Ok. Et ensuite, la pièce où il a cliqué, en fait, les coordonnées où il a cliqué,
c'est du coup des coordonnées qui sont disponibles dans les coups possibles en fait de notre pièce, de la pièce. Bon bah du coup ça veut dire qu'on peut déplacer la pièce et on fait du coup anim.start self.children de id, donc c'est à dire que on donne l'id, donc c'est à dire en fait l'index en fait de notre pièce qu'on veut déplacer. Et là c'est du coup une petite animation qui dure 0,5 secondes qu'on déplace en fait du coup de la coordonnée actuelle de la pièce jusqu'à la nouvelle coordonnée. Ensuite du coup on enlève chessboard.piecePress, donc on enlève du coup qu'on a une pièce qu'on a appuyée et ensuite on enlève du coup les coups disponibles. Ensuite là ce que j'aurais dû aussi ajouter, c'est si c'était le roi qui avait déjà joué et la tour qui avait déjà joué, enfin si c'était un roi ou une tour et que c'était leur première utilisation, du coup il aurait fallu mettre child.firstUse à false. Comment on pourrait faire ça? Ce qu'on pourrait faire, donc du coup ce qu'il nous faudrait faire, c'est par exemple en mode or child .id, j'ai un peu la flemme de calculer le slicing là, ce serait du coup donc pour rook, ce serait rook c'est quoi, c'est R-O-O-K, donc 4 lettres, donc pareil de 5 à 9, égal à rook or child.id 5 king c'est quoi, K-I-N-G, ah bah c'est 4 lettres aussi, c'est super, hop, égal à king, et c'est le point first use, enfin c'est la première fois, donc du coup on met à false. Voilà, et donc du coup ça c'est bon, donc ça veut dire que si c'est une de ces pièces là, donc le or ici là, donc notre close on appelle ça, ça va être du coup à vrai, et du coup si ça après c'est notre first use, et qu'il y a vrai, bah du coup hop, ça met à false. Voilà, et là on fait self.showMoves. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on veut enlever du coup les coups disponibles. Ensuite ce qu'on fait, c'est qu'on fait un self.check, donc c'est à dire que si en fait cette pièce n'est pas possible, enfin en fait si on peut pas faire ce coup finalement parce que ça nous mettrait en check, bah du coup on enlève, en fait on re-enlève la pièce. C'est pour ça que j'avais mis hold X et hold Y, c'est que c'est du coup je remets sur les coordonnées d'avant. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça veut dire que ce coup on peut pas le faire parce que sinon on est en check. Si on n'est pas en check, bah du coup je fais un self.turn. Voilà. Si c'est en pieces to capture, donc si c'est une pièce qu'on peut capturer, ben là pareil en fait, on cherche en fait la pièce qu'on va supprimer, donc on la cherche ici dans self.children, et on la supprime ensuite ici, là pareil on supprime à nouveau les coups disponibles, et il faut que je mette aussi ça là, voilà, attendez, hop, comme ceci, voilà. Et pareil, si ça nous met en check, bah du coup alors j'annule ce mouvement, et du coup je remets les anciennes coordonnées, voilà. Si par contre c'est comment dire, si c'est un roi et que je peux faire aussi un castling, et bien tout simplement je vais du coup pouvoir faire un castling ici. Voilà, c'est ce que fait en fait notre elif ici, c'est qu'il vérifie qu'on a bien un roi, que les coordonnées sont possibles en fait dans le castling. Donc le castling, la méthode castling, enfin la clé castling en fait vérifiée a été faite via la méthode castling qui nous permettait de savoir si on pouvait faire un castling. Et je vérifie aussi au cas où que la pièce est bien de la même couleur et que c'est bien un cavalier. J'avais déjà fait le truc, mais je revérifie. Ensuite, là, du coup, il faut que je fasse un self.check. Donc ça, je vais le faire maintenant. Alors, le truc qui est embêtant... c'est que du coup, il faudrait que je remette le roi là où il est, en fait. Alors, le roi, ça va pas être compliqué. Le seul truc qui va être embêtant, c'est que... Non, donc du coup, ici, si on a un check, donc du coup, là, ça va nous mettre, en fait, ça va nous remettre, du coup, le roi, non, la tour, là où elle était, et le roi, du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que, pareil, je vais du coup le changer de place, et je vais mettre, donc, pas hold X, ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je le remette à sa case départ. Donc comment on pourrait faire ça? En 7, voilà. Donc ça remet du coup à la case, aux cases départ, case initiale, si on a un problème. Parce que du coup,
Comme ça au moins, en fait si on a un check, vous voyez, si on fait ce mouvement et qu'en fait on se rend compte que le roi est en check, bah du coup faut revenir avant, c'est-à-dire que ce coup n'est pas possible. Voilà, donc c'est ce que ça fait. Donc comme je disais, si on a une pièce déjà de pressée et que c'est le roi, et que là la coordonnée qu'on vient de cliquer, c'est une coordonnée qui nous permet de faire un castling, alors si la pièce auquel on est là actuellement, elle correspond en fait au bon endroit pour faire un castling, donc c'est-à-dire qu'elle est aux bonnes coordonnées et que c'est bien un roi, alors du coup je peux la déplacer. Je vérifie pas par contre si j'ai bien un first use, donc ça c'est un peu embêtant. Comment je vais faire? Je vais le vérifier ici. Donc je vais faire and child.first use, voilà, comme ceci. Voilà. Il faudrait que je vérifie aussi si c'est bien le roi, enfin le tour du roi. Enfin, si c'est bien la première fois que le roi joue. Ah, en vrai, non, j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai déjà vérifié. Je faisais déjà la vérification dans le castling en fait. Si mon roi c'était déjà bien sa première fois. Donc ça c'est bon. Je vais juste vérifier pour être sûr. Ouais, self.first use, voilà. Donc ça c'est bon. Ça du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va les mettre à true finalement, parce que on les a pas déplacés, vu que c'est un check, voilà. Donc ça c'est bon. Et voilà, donc ça y est, on a enfin fini. Et donc du coup, ensuite du coup, on change de joueur et on fait un self.turn. Ceci du coup ne sert à rien, parce que là je fais un else turn. Je vais le mettre ici aussi au cas où. Voilà. Mais ce else, je suis pas sûr qu'il fonctionne. Enfin, si, il fonctionne, mais je suis pas sûr qu'il soit utile. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? C'est le check. Donc ça, c'est vérifier si le roi est attaqué ou pas. Donc bah, là, ce qu'on fait, c'est que on récupère d'abord l'ID, enfin la pièce roi. Une fois qu'on l'a trouvé, hop, bah c'est bon, on arrête là. On va ensuite parcourir, et si on trouve en fait qu'il y a une pièce ennemie en fait qui pourrait manger notre roi, bah du coup on renvoie vrai, on dit qu'il y a bien un check. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est que du coup on va vérifier s'il y a un checkmate, donc un échec et mat. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre tous les coups possibles que peut faire un joueur. Pour chaque coup possible, en fait, on va créer une pièce invisible en fait qui va faire ce coup. Et si malgré ce coup fait, en fait, on a si on fait un coup et que on n'est pas en check mate, bon mais tant mieux. Mais on n'est pas en check, bon mais tant mieux, on renvoie faux. Sinon, si après avoir exploré tous les coups, avoir testé tous les coups, on n'a pas trouvé un coup qui nous évite le check, bon bah ça veut dire qu'il y a bien échec et mat, c'est-à-dire qu'on peut rien faire. Voilà. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que on va regarder si on est en check. Ensuite, si c'est le cas, on va faire un still check, donc c'est-à-dire qu'on va vérifier si à chaque fois on sera en check ou pas. On va regarder ensuite toutes les pièces en fait de la même couleur que nous. On va récupérer tous leurs coups possibles à chaque fois. Et on va créer pour chaque coup une pièce invisible qu'on va supprimer. Donc comment on crée une pièce? Donc du coup si c'est un pawn, bah du coup on va instancier la classe pawn avec du coup un ID, avec la couleur et ensuite le nom, donc inv pawn, donc c'est-à-dire invisible pawn, donc puis invisible. Source, donc ça c'est la source de l'image, donc on va mettre none, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'image. Et ensuite on va tester. Et donc, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'à chaque fois, on va regarder. Et si, ensuite, après avoir créé cette pièce, si on n'a pas de check, donc on va mettre still check à false plutôt. Ça fonctionne, mais je sais pas, j'ai dû juste relire ça et j'ai dû dire ah non c'est pas bon alors qu'en fait c'était bien ça. Et ensuite je vais supprimer cette pièce. Et ensuite ici si je mets if not still check, donc c'est à dire si ça c'est à faux, donc not false ça veut dire vrai. Donc si j'en ai plus en check, alors je renvoie faux, ça veut dire que du coup il existe un coup qui me permet d'éviter le checkmate. Voilà, et comme j'ai dit, je pense bien à supprimer aussi la pièce actuelle qui est invisible. Et voilà, et du coup le dernier truc qu'il nous reste juste à faire, c'est en fait créer le tableau et tout. Donc on fait board est égal à chessboard for row in range 8 et for call in range 8, donc j'aurais peut-être dû les stocker dans des variables, mais bon, c'est pas grave. Je crée du coup tous mes pions et toutes mes pièces, donc je fais board.add_widget pawn id égale white pawn, donc à chaque fois vous voyez c'est la couleur. Ensuite le nom
enfin le nom du type de pièce, underscore, et ensuite je mets un numéro pour me dire, par exemple si j'ai plusieurs pions, je mets en fait le pion, en fait je me donne un numéro pour pouvoir mieux le reconnaître en cas de besoin, et je mets source. Donc source, rappelez-vous, moi j'avais mis une organisation comme ça, c'est-à-dire que j'avais mon fichier, il y avait un dossier du coup assets, png, donc du coup c'est ce que je fais assets slash png slash weight bone.png, voilà, et je mets ensuite en xy, et si c'est pas en low égal à 1, mais c'est en 6, du coup c'est un pion noir, voilà, et après pareil pour le reste, c'est un peu toujours le même principe, pour ici, donc là ça va être toutes mes pièces en fait différentes, et pareil du coup pour ici, mais du coup pour mes pièces noires, voilà, qui seront à chaque fois ajoutées avec la méthode .addWidget, donc c'est-à-dire que je vais ajouter un widget à un widget fils du coup à mon widget board ou l'instance du chessboard comme vous voulez, et ensuite je renvoie du coup return board. Donc la méthode aussi il faut bien l'appeler build parce que c'est une méthode en fait qui sera du coup dans une classe qui hérite de app, donc qui nous permettra de créer notre application. Et ensuite ce que je fais c'est que je fais, et ça aussi c'est important, if underscore name égale underscore égale chaîne de caractères, underscore main, underscore, chessapp.run, comme ceci. Il n'y a pas la méthode run ici, c'est normal, c'est une méthode déjà faite via dans la classe en fait app. Voilà. Et donc du coup, notre jeu est à présent terminé. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut!